Meeting des enseignants ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou. Ils ont manifesté leur mécontentement par rapport au non-paiement de salaire aux enseignants aspirants pendant les vacances et réclament la réadmission de 305 enseignants radiés en 2019 de la fonction publique. Le groupe local éducation pour approbation du document d'analyse des facteurs favorables et de la note conceptuelle des requêtes au financement relatif au renforcement des capacités des systèmes éducatifs du partenariat mondial pour l'éducation est donc en assemblée extraordinaire, une activité mise sous la coupole de Salim Karimou, ministre de l'enseignement maternel et primaire. Et puis en interactualité, restée à l'écart des combats depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février dernier. La péninsule de Crimée, annexée donc à la Russie en 2014, est dans le viseur de l'armée ukrainienne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette livraison de l'information sur Speedline Télévision. Meeting des enseignants ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou. Ils ont manifesté leur mécontentement par rapport au non-paiement de salaire aux enseignants aspirants pendant les vacances et réclament donc la réadmission de 305 enseignants radiés en 2019 de la fonction publique. Et cette activité est organisée par la Fédération nationale des syndicats de l'éducation nationale, la FESEN. Le compte rendu dans ce reportage de Kenneth Egawi et Mathieu Sossou. Conviés par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, ces enseignants, apprenants et parents d'élèves ont fait le déplacement sur la Bourse du Travail à Cotonou pour dire leur ras-le-bol au gouvernement. Nous sommes d'accord que le métier d'enseignant, c'est un sacerdoce. Mais c'est ces enfants-là qui doivent être les mieux chouchoutés de la population et de nos dirigeants. Tout simplement parce que, autant qu'ils sont, ils ont pris par les mains d'un enseignant. Mais non seulement on leur paie des émoluments dérisoires, mais cela ne couvre pas non plus les 12 mois sur 12. Nous avons des camarades aujourd'hui qui coupissent dans les hôpitaux. Des camarades dont leurs enfants sont dans les hôpitaux n'ont pas les moyens pour les nourrir. Exactement 3 ans que le gouvernement de la rupture a initié une fameuse évaluation pour nous extirper de la fonction publique. Je veux revenir à la fonction publique parce que j'en ai droit. C'est une manifestation syndicale en soutien aux aspirants au métier d'enseignant AME et aux enseignants radiés de la fonction publique en 2019 pour avoir boycotté l'examen diagnostic initié à l'époque par le gouvernement. Une motion collective lue par le secrétaire général de la FESEN, Rodolphe Seyanka, est adressée aux autorités. Exigeons le paiement des salaires des 3 mois de vacances aux AME, leur recrutement comme agent de l'État bénéficiant des mêmes droits que tous les autres agents de l'État, la réintégration de tous les AME dont les contrats ont été rompus du fait de leur mouvement de protestation, la réintégration des 305 enseignants radiés pour faire de boycott de l'évaluation diagnostique illégale, le paiement des dus aux 305 enseignants radiés découlant de leur avancement, reclassement et rappel avant leur radiation en septembre 2019. La résolution de tous les autres problèmes des AME des 305 enseignants radiés. Prenant la parole à la fin du meeting, le secrétaire général de la CSTB, Naimi Kassamampo, est revenu sur le fondement de ces revendications. Selon lui, le gouvernement doit les satisfaire pour sauver l'éducation nationale. Au Bénin, il n'y a pas plusieurs textes qui régissent le travail à la fonction publique. Il y a 2 statuts. Il y a le statut de la fonction publique qui donne 2 statuts de travailleurs. Soit on est fonctionnaire de l'État, soit on est agent contractuel de l'État. Donc il n'est pas possible qu'on recrute des gens et qu'on prenne un autre test pour dire vous êtes aspirant. On radie les gens pendant 3 ans. À travers le meeting de ce mercredi matin, la FESEN et la CSTB disent lancer une campagne de restauration de la dignité et des droits de l'ensemble des travailleurs béninois.
Et pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement compte renforcer l'effectif des enseignants dans le sous-secteur maternel et primaire. Dans ce cadre, plus de 4000 aspirants au métier d'enseignant sont annoncés pour rejoindre donc les postes dans les écoles primaires et maternelles sur toute l'étendue du territoire national et dans le secondaire. Et les aspirants sont invités à confirmer leur disponibilité pour la rentrée prochaine. Détail avec Romaric Dossa et Jean Logbo. Au total, 4405 aspirants au métier d'enseignant seront déployés dans les écoles pour le compte de la prochaine rentrée. Ce déploiement dans le sous-secteur de l'enseignement maternel primaire est déjà acté par le gouvernement. Il concerne 2266 titulaires de diplôme professionnel et 2109 autres titulaires du baccalauréat. Toujours au niveau de l'enseignement maternel et primaire, plus de 400 enseignants épinglés par les missions de contrôle seront bientôt remplacés pour raison d'alcoolisme. Par communiqué en date de 12 août 2022, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, invite les aspirants au métier d'enseignant à confirmer leur disponibilité pour l'année scolaire 2022-2023. Dans le primaire, faut-il le rappeler, les aspirants titulaires du baccalauréat et enseignants nouvellement promus bénéficieront du programme spécial de renforcement de capacité avant la prochaine rentrée scolaire. Et restons toujours dans le domaine éducatif. Session extraordinaire du groupe local éducation pour l'approbation du document d'analyse des facteurs favorables et de la note conceptuelle des requêtes au financement relatif au renforcement des capacités des systèmes éducatifs du partenariat mondial pour l'éducation. L'activité a eu lieu sous la coupole de Salimane Karimou, ministre de l'enseignement maternel et primaire. C'était dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Romaric Dossa pour le point.
Session extraordinaire du groupe local de l'éducation GLE. Cette session est consacrée à la validation des différents documents à soumettre au secrétariat du partenariat mondial pour l'éducation. Ceci dans le cadre du prochain programme à mettre en place pour le compte du système éducatif béninois. Chers partenaires de l'éducation, qu'ils vous souviennent que le partenariat mondial pour l'éducation a récemment annoncé pour notre pays 4 types de financement à mobiliser pour la transformation de notre système éducatif. Il s'agit de 1. Le financement pour la transformation du système, dénommé STG. 2. Le financement à effet multiplicateur. 3. Le financement accélérateur de l'éducation des filles, ou GEA. Et enfin 4, le financement pour le renforcement des capacités du système éducatif, dénommé SCG. La mobilisation de ces différents financements requiert la constitution de divers dossiers à adresser au secrétariat du PRME pour approbation. Qu'il me soit permis de préciser que la mobilisation des 3 premiers types de financement est subordonnée à l'élaboration du pacte de partenariat qui représentera les grandes parties ou les grandes priorités du secteur de l'éducation. Quant au dernier, c'est-à-dire le financement pour le renforcement des capacités des systèmes éducatifs déjà disponibles, il est prioritairement destiné non seulement à l'élaboration du pacte de partenariat, mais aussi et surtout au développement des thématiques devant booster la transformation de notre système éducatif. La dite section a réuni les différents acteurs clés des 3 sous-secteurs de l'éducation du Bénin. La représentante de l'UNICEF au Bénin, chef de file des partenaires techniques et financiers du système de l'éducation, était également de la partie. Adressé de prendre part aujourd'hui à cette session extraordinaire du groupe local de l'éducation. C'est toujours un honneur pour nous de disposer de ce genre d'occasion pour échanger avec les autres composants du système éducatif sur les questions importantes touchant à l'éducation de nos enfants. Monsieur le ministre, chers participants, du 10 au 15 avril de cette année, Monsieur Ludovic Signarbieu, responsable pays pour le Bénin auprès du partenariat mondial de l'éducation PME, a séjourné à Cotonou dans le cadre des nouveaux financements annoncés par le PME pour le renforcement des systèmes éducatifs. Au cours de son séjour, nous nous étions réunis pour suivre la présentation du modèle opérationnel, de la méthodologie d'évaluation des facteurs favorables et du processus d'élaboration du compact à soumettre au partenariat mondial pour l'éducation pour la mobilisation des 10 financements pour le Bénin. À cette occasion, j'avais sollicité votre leadership, Monsieur le ministre, pour l'identification des responsables et cadres devant constituer l'équipe de préparation de la requête du Bénin au PME. Je me dois de vous remercier sincèrement puisqu'une équipe multisectorielle a été conviée à cette tâche et a travaillé d'arrache-pied pour produire les documents de qualité qui seront soumis à l'approbation et à la validation des membres du GLE ce jour. Pour le ministre Saliman Karimou, il s'agira essentiellement pour les membres du GLE d'examiner de fond en comble le document d'analyse des facteurs favorables qui définit les domaines prioritaires à la transformation du système éducatif béninois. La culinaire est une pratique réservée à la femme, mais force est de constater que la jeune génération perd peu à peu cette pratique au profit donc des restaurants ou autres cafétérias. Cela fait parfois et est la base parfois donc de nombreux cas de divorce. Comment y remédier? Voici la réponse. La culinaire semble aujourd'hui ne plus intéresser certaines femmes. Celles-ci abandonnent ce plaisir de se faire à manger au profit du prêt à consommer. Le phénomène est récurrent dans les grandes villes du Bénin. Si certaines brandissent le manque de temps
Comme raison, d'autres brillent par le manque de savoir-faire en la matière, parce que n'ayant pas été au parfum des secrets de grand-mère. Pourtant, la cuisine fait la fierté des maîtresses de maison, dont c'est le rôle dans le foyer. Jadis, le fait de manipuler les ustensiles, de mélanger les ingrédients en vue de préparer un repas constituait, plus qu'un plaisir, un amusement, une passion. Et ceci, malgré l'existence de cadres pour se faire former. Le phénomène est récurrent, 5-4-3-2-1-0. Le phénomène est récurrent dans les villes du Bénin, 5-4-3-2-1-0. Si certaines brandissent le manque de temps comme raison, d'autres brillent par le manque de savoir-faire en la matière. Et cela doit faire sens chez ces potentielles candidates aux problèmes conjugaux. Et du sport dans cette édition, le ministère des Sports à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a lancé le lundi 15 août 2022 la deuxième édition du championnat national scolaire. C'était donc au stade Omnisport de la commune d'Adjourong. La cérémonie d'ouverture de cette compétition s'est déroulée dans une belle ambiance en présence des autorités à divers niveaux et des acteurs du sport béninois. Reportage. Après une première édition réussie en 2021, le championnat national scolaire est de retour. Et c'est le tout nouveau stade Omnisport d'Adjourong qui accueille cette deuxième édition. Les 12 départements du Bénin prennent part à cette compétition. Je tiens tout particulièrement à vous dire combien nous sommes heureux, fiers, honorés d'avoir toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons de tout le pays, de tous les départements du Bénin, venir ici à Adjourong sur ce beau terrain, ce beau stade, un de ces 22 stades que l'État a construit pour vous, pour nous, que vous puissiez en profiter. Notre rôle, nous, en tant que dirigeants, en tant qu'adultes, encadreurs, professeurs, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez réussir votre vie. Au travers de cette compétition, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous faire des amis et vous allez construire la nation béninoise de demain. Jeunes sportifs, toutes disciplines confondues, la nation vous offre l'opportunité de révéler le talent caché en vous. Saisissez-la et soyez conscients de l'enjeu. Vous êtes les futurs ambassadeurs sportifs du Bénin. Les meilleurs d'entre vous, j'en suis convaincu, auront l'occasion de défendre les couleurs nationales. Soyez donc fiers et donnez le meilleur de vous-même. Avec l'appui du ministère des Sports et celui des enseignements secondaires, ce championnat permet la promotion du sport pour la jeunesse et le renforcement de l'esprit d'équipe de ces jeunes sportifs. Cette initiative sportive noble contribuera à coup sûr à former l'homme et tout l'homme intellectuellement, culturellement et sportivement avec un capital humain épanoui, compétitif et compétent au service du développement du Bénin. Je voudrais inviter les jeunes sportifs à cultiver les valeurs suivantes: la concentration, la fraternité, l'esprit d'équipe, la compétitivité, la confiance en soi, l'assurance, la détermination, la non-violence, le fair play pour que le meilleur gagne au profit du Bénin tout entier. La phase nationale qui nous réunit aujourd'hui connaît la participation de 1156 participants, dont 864 athlètes, 60 encadreurs des équipes, 72 officiels, 24 jeunes reporters, 24 jeunes secouristes, 24 marraines, 70 bénévolats,
et 18 encadreurs du projet classe sportive, du projet Jeunes officiels. Ce gigantesque déploiement s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du secteur sport, du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, porté par le leadership du ministre Oswald Khomeki. Démarré le 15 août 2022, le championnat national scolaire prendra fin le 24 août prochain. Hors des frontières béninoises à présent, selon les résultats officiels définitifs, 94,6% des électeurs tunisiens ont voté oui à l'adoption de la nouvelle constitution proposée par le président Kais Saied, qui renforce considérablement donc les pouvoirs du chef de l'État. Le taux de participation très faible, à 30,5%, est aussi confirmé. La Tunisie a finalement opté pour une nouvelle constitution. Selon les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 25 juillet publié mardi, la nouvelle charte a été approuvée par 94,6% des électeurs. La nouvelle constitution de la République tunisienne entre en vigueur à partir de la date de l'annonce par la haute autorité indépendante pour les élections des résultats définitifs, de sa promulgation par le président et de sa publication au journal officiel. Le texte instaure un régime hyper-présidentiel contrairement à la Constitution de 2014 qui limitait volontairement le rôle du chef de l'État pour lutter contre l'arbitraire. La nouvelle Constitution ne prévoit pas de procédure de destitution du président qui nomme le chef de gouvernement et les ministres et peut les révoquer à sa guise. Plusieurs personnes se sont rassemblées mardi à Marikana, en Afrique du Sud, 10 ans, jour pour jour, après le massacre de mineurs grévistes dans la pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid. Le 16 août 2012, une foule de travailleurs de la mine de machettes et également armés de lances prennent position sur les collines de Marikana. Tous les images. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la ville sud-africaine de Marikana pour marquer la décennie écoulée depuis la mort de dizaines de grévistes causés par la police. Le 16 août 2012, 34 personnes ont été tuées et 78 blessées lorsque la police a ouvert le feu sur des travailleurs d'une mine de platine rassemblés sur une colline près de la mine pour réclamer de meilleurs salaires et un logement. La justice pour les mineurs et leurs familles reste une perspective lointaine. 10 ans se sont écoulés depuis. Nous sommes toujours debout sur cette colline. Nous demandons des réponses sur qui a envoyé la police pour venir tuer nos hommes et les blesser sur cette colline, alors qu'ils étaient ici à la recherche d'argent de la part de leur employeur. C'est juste notre première question. Une enquête officielle a attribué une grande partie de la responsabilité des décès aux tactiques de la police. Elle a également blanchi les hauts fonctionnaires du gouvernement de toute responsabilité. À ce jour, personne n'a encore été inculpé. Ce n'est pas une chose facile, c'est très dur et cela nous pèse. Nous devons être des hommes forts. Au bout du compte, la vérité éclatera, même si nous ne sommes plus là, sur les responsables de l'effusion de sang à Marikana, sur ceux qui ont fait de nous la risée de tous. De nombreux mineurs portant des t-shirts du syndicat ont participé à l'événement, ainsi que des représentants de l'opposition. Nous restons comme des porcs ici. Comme vous pouvez le voir par vous-même, il n'y a pas de route ici, rien. Il n'y a pas du tout de changement. Sibanier ne s'occupe pas de nous. Les autorités affirment être encore en train de finaliser des dizaines de demandes d'indemnisation, après avoir déjà versé près de 76 millions de rands, soit 4,6 millions de dollars aux familles des victimes. Et puis en Ukraine, resté à l'écart des combats depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, la péninsule de Crimée, annexée à la Russie en 2014, est dans le viseur de l'armée ukrainienne. Après une première attaque le 9 août dernier sur l'aérodrome militaire de Saki, situé dans l'ouest de ce territoire, de violences
de violentes oppositions ont de nouveau secoué mardi 16 août 2022 une base russe installée dans le district de Djankai, dans le nord-est de la région. Reportage. Un acte de sabotage pour Moscou. L'Ukraine confirme l'explosion sans la revendiquer. 24 heures après l'attaque d'un dépôt militaire russe du nord-est de la Crimée, les zones d'ombre persistent. Il s'agit de la deuxième explosion en Crimée en une semaine. La région annexée par la Russie en 2014 était jusqu'ici épargnée par les combats. Ils tirent, il y a des explosions, des obus tombent dans les jardins. On a un obus dans notre cour, ils sont venus l'inspecter, ils ont dit qu'ils allaient le déminer ou quelque chose comme ça. On a tout laissé tel quel et on est parti. On est sorti pour jeter un coup d'œil, on a vu des nuages de fumée provenant des entrepôts militaires. On est resté là jusqu'à environ 7-8 heures du matin, tout explosait. Il y avait des éclairs, des débris nous sont tombés dessus. Puis les secouristes nous ont dit qu'ils évacuaient tout le monde. Plus de 3000 personnes ont dû quitter la zone après les récentes attaques, des départs dont se réjouit le président ukrainien. La file d'attente pour quitter la Crimée vers la Russie ces derniers jours prouve que la majorité absolue des citoyens de l'État terroriste commence à comprendre, ou du moins à sentir, que la Crimée n'est pas un endroit pour eux. Volodymyr Zelensky, qui rencontrera ce jeudi en Ukraine le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Au menu des discussions, la mise en œuvre de l'accord permettant les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens, mais aussi les attaques contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement. L'ONU, qui craint un grave désastre, souhaite envoyer des inspecteurs sur place. La plus grande centrale d'Europe est contrôlée par les Russes depuis le mois de mars. L'ancien secrétaire général des Nations Unies est à Boucha pour rendre hommage aux civils morts pendant l'occupation russe, alors que les bombardements continuent autour du plus gros complexe nucléaire d'Europe. La communauté internationale reste en alerte. Alors que l'explosion du dépôt de munitions russes en Crimée faisait la une de nombreux médias ce mardi, les combats continuent dans le Donbass. Plusieurs quartiers résidentiels ont été bombardés à Sloviansk et Kramatorsk, mais aucune victime n'est à déplorer. Depuis plusieurs jours, le front à l'est de l'Ukraine est gelé. L'armée ukrainienne résiste toujours aux assauts des Russes, encouragée par les rumeurs de fatigue et de défection massive au sein des troupes ennemies. Selon l'Institut américain pour l'étude des conflits militaires, les forces séparatistes seraient épuisées après des mois d'affrontements intenses. Dans les territoires occupés de la région de Lugansk, les autorités russes distribuent quotidiennement de l'eau potable par crainte d'épidémie. Des craintes aussi de potentielles fuites radioactives à la centrale de Zaporijjia. Alors que les bombardements continuent autour du plus gros complexe nucléaire d'Europe, la communauté internationale reste en alerte. Le président Emmanuel Macron a appelé la Russie à retirer ses soldats de l'installation. L'ONU demande quant à elle un accès immédiat des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la centrale. Enfin, l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a retrouvé l'ex-président colombien et prix Nobel de la paix Juan Emanuel Santos pour une visite surprise de la ville de Boucha. Ils y ont rendu hommage aux centaines de civils retrouvés morts après le retrait russe à la fin du mois de mars. À 2 mois de l'échéance électorale, les deux favoris de la présidentielle brésilienne ont marqué mardi le début de la campagne officielle. Le président sortant Bolsonaro s'est rendu plutôt à Juiz de Fora, la ville où il avait été poignardé en 2018. Luis Inácio Lula da Silva a donné son premier discours depuis l'usine automobile de São Bernardo do Campos. Reportage. Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle brésilienne ont lancé leur campagne ce mardi, à moins de 2 mois du scrutin. L'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'est rendu sur le lieu où il avait été poignardé par un déséquilibré il y a 4 ans, frôlant la mort. Je suis submergé par l'émotion d'être de retour ici. Ce qui s'est passé m'a conduit à une renaissance, m'a sauvé pour devenir président de la République. Ce qui a été la meilleure chose pour notre pays.
Depuis quelques semaines, le chef de l'État ne cesse de remettre en cause la fiabilité du système électoral, faisant craindre qu'il ne reconnaisse pas le résultat en cas de défaite. De son côté, l'ancien président Lula, donné vainqueur dans les sondages, a choisi l'usine où il est devenu un leader syndical dans les années 70 pour lancer sa campagne. Il s'est directement adressé au camp Bolsonaro, critiquant la gestion de la crise du Covid. Vous avez été négationniste, vous n'avez pas cru à la science, vous n'avez pas cru à la médecine, vous n'avez pas cru au gouverneur. Vous n'avez cru qu'à votre mensonge, car s'il y a quelqu'un qui est possédé par le diable, c'est ce Bolsonaro. Président du Brésil entre 2003 et 2010, Lula a récemment retrouvé ses droits politiques après l'annulation de ses condamnations dans une affaire de soupçon de corruption. Et c'est sur cette information brésilienne que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.